Cocalan pour nous faire avec actualité hein. Tellement le dossier pour nous aborder journée aujourd'hui dossier politique unité cap voyer pied unité qui pratiquement mandé pour Ariel aller on article journal Le Monde en France que nous t'ai trouvé intéressant pour nous te parler matin en Haïti l'enquête impossible sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, mais n'a regardé le a fait vraiment la guerre. 6 mois après l'assassinat du chef de l'État, criblé de balles à son domicile, les commanditaires de l'opération n'ont toujours pas été identifiés et le pays est plus que jamais soumis à la loi des gangs. En l'espace de quelques minutes, Haïti a vécu l'exacte combinaison de violence et de spectacles macabres qui accompagnent la chute vertigineuse du pays depuis de trop nombreuses années. 17 octobre 2021, plus de 3 mois après l'assassinat du président Moïse, abattu chez lui, dans sa résidence privée d'une douzaine de balles dans le corps, le premier ministre Ariel Henry était déposé à coups d'armes à feu d'une cérémonie en hommage à Jacques Dessalines, l'auteur du coup de force, le chef de gang Jimmy Cherizier, surnommé Barbecue, pour sa propension à brûler ses victimes dans leur maison, est ensuite venu solennellement déposer la traditionnelle gemme de fleurs sur ces lieux de célébration de Pont-Rouge, un quartier de Port-au-Prince. À visage découvert, ce ex-agent de police tout de blanc vêtu, avec une cravate noire, la tenue vestimentaire exigée par les autorités, s'est incliné devant un portrait du président défunt qu'il a présenté comme un modèle, un homme extraordinaire qui combattait le système corrompu de l'île. Sur les t-shirts des membres du gang, tous encagoulés, on pouvait lire « Justice pour Jovenel Moïse ». Puis, avant de quitter les lieux en promettant de le venger, Barbecue a harangué la foule au cri de « Nous avons faim ». Donc ça, c'est un article du jeudi 13 janvier 2022 de Le Monde qui l'enquête impossible sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. La scène, aussi grotesque que tragique, illustre l'abîme dans lequel est plongé le pays depuis le plus pauvre et les plus violents du continent. La guerre des gangs, dont on disait qu'elle avait atteint son paroxysme durant les semaines précédant l'assassinat du président, s'est encore intensifiée. Au moins 450 enlèvements ont été recensés en 2021, selon le Centre d'analyse et de recherche en droits humains basé à Port-au-Prince, avec une accélération ces derniers mois. Le 1er janvier, le Premier ministre qui assure de fait la gestion des affaires courantes depuis la disparition de Jovenel Moïse a dû encore fuir la ville des Gonaïves, 150 km au nord de la capitale, après des affrontements entre la police et des groupes armés lors de la fête nationale. L'enquête sur le meurtre du président, elle, est au point mort. Plusieurs citoyens haïtiens, dont 20 agents de la police nationale d'Haïti, 3 Américains d'origine haïtienne et 18 ressortissants colombiens ont certes été incarcérés durant l'été à la prison de Port-au-Prince pour leur rôle présumé dans l'assassinat. Mais 6 mois après les faits, si incroyable que cela puisse paraître, aucune instruction judiciaire n'est actuellement menée par le magistrat chargé du dossier. Les autorités en place ou ceux qui en restent n'ont d'ailleurs manifesté aucune intention de trouver tous les coupables ni de les traduire en justice. Le nom même de l'actuel Premier ministre Ariel Henry figure parmi les personnes qui se sont entretenues par téléphone avant et après l'assassinat avec l'un des principaux suspects, Joseph Félix Badjo, ancien fonctionnaire du ministère de la Justice, aujourd'hui en cavale. Selon plusieurs sources consultées par Le Monde, des pressions et des intimidations ont été exercées sur les enquêteurs pour éviter toute mise en cause des véritables commanditaires. Haïti est devenu
un trou noir où prospèrent les gangsters et les forces criminelles qui se sont rendus maîtres de la capitale, observe Jean-Marie Théodate, géographe et ancien et fin connaisseur de la politique haïtienne. Le président Moïse est une victime de plus de cette violence qui gangrène notre société jusque dans les couloirs du pouvoir. Mais c'est une victime de taille. Sa mort et cette enquête qui n'avance pas démontrent la profondeur de la faillite et des compromissions de l'État. Mafia protéiforme. Beaucoup d'encre a coulé depuis la nuit du 6 au 7 juillet 2021 qui a vu un commando de plusieurs hommes cribler Jovenel Moïse de balles et blesser grièvement son épouse avant de s'enfuir sans qu'aucun coup de feu n'ait été tiré par un seul des 647 agents affectés à la protection du président haïtien. L'hypothèse d'un complot international a été avancée et la piste des narcotrafiquants évoquée. Leur emprise n'a fait que croître ces dernières années en Haïti, devenue l'une des principales routes de la drogue à destination des États-Unis. Le rôle trouble de Michel Martelly, omniprésent en coulisses, a également été exposé. L'ancien président et père politique de Jovenel, qui l'a accompagné tout au long de son mandat, aurait peu goûter les velléités d'indépendance de son pouvoir. Une thèse largement étayée dans une longue et riche enquête publiée en décembre par le New York Times. L'article évoque également une liste de trafiquants d'armes et de drogue qui aurait été subtilisée et au domicile du président la nuit de l'attaque. La difficulté avec cet assassinat est qu'il y a tellement de personnes qui pourraient y avoir été mêlées qu'il est difficile de l'attribuer à quelqu'un en particulier, observe Nixon Mumba, sociologue et militant des droits de l'homme à Port-au-Prince. Jovenel jouait sur plusieurs tableaux à la fois. Les gangs, les clans politiques et les oligarques de l'île, cette mafia protéiforme qui a pris en otage le pouvoir. L'actuel Premier ministre Ariel Henry, donc on l'a dit, figure parmi les personnes qui se sont entretenues par téléphone avant et après l'assassinat avec l'un des principaux suspects pour tenter de démêler les fils de l'enquête et les responsabilités des différents acteurs. Un bref détour historique s'impose. Lorsque Jovenel Moïse se lance dans la course à la présidence en 2015, il est inconnu du grand public, c'est Michel Martelly, fondateur du parti haïtien Tête Calée, un homme accusé d'avoir détourné des fonds destinés à la reconstruction du pays qui le sort de l'anonymat et le désigne comme son successeur. Né en 68 à Trou-du-Nord, le futur président se présente comme un petit paysan qui réussit. Sulfureuse réussite, l'homme s'enrichit en créant la zone franche agricole du pays avec sa société Agritrans, une entreprise de culture et d'exportation de bananes montée grâce à un prêt de plusieurs millions de dollars. Ce passage dans le monde des affaires fait ressortir des accusations de blanchiment d'argent. Des plaintes sont également déposées par des paysans concernant des centaines d'expropriations arbitraires par des bandes armées au profit d'Agritrans. Dès la fin de sa première année de mandature, il a dressé contre lui une large majorité de la population. C'est un président mal élu, malgré l'appui de l'oligarchie haïtienne et le soutien discret d'entreprises de la République dominicaine, le pays voisin. Jovenel Moïse a dû s'y reprendre à 2 fois après un premier scrutin invalidé pour obtenir en 2016 une majorité des voix avec un taux de participation d'à peine 21%. Dès la fin de sa première année de mandature, il a dressé contre lui une large majorité de la population. La tentative d'augmenter les prix du carburant, puis le scandale Petro-Caribé, une affaire de détournement de milliards de dollars du prêt du Venezuela, impliquant 4 chefs d'État haïtiens dont lui-même, provoque
de violentes manifestations et des appels à son départ dès 2018. La période est charnière pour le pays. C'est un point de bascule où la rue exige des comptes et fait trembler le pouvoir qui choisira la voie de la répression, souligne Jean-Marie Théodate. Jovenel Moïse commence à gouverner par décret. Il s'isole et perd des alliés. Après la suspension des élections législatives, le président muselle la Cour des comptes, crée une nouvelle agence nationale de renseignement et modifie le code pénal pour notamment étendre la qualification d'acte terroriste au blocage des routes, l'une des principales formes de protestation en Haïti. Il annonce aussi des élections et un référendum pour modifier la Constitution. C'est à partir de ce moment que la mainmise des gangs sur la vie quotidienne haïtienne prend toute sa dimension. Même si le pouvoir haïtien a toujours entretenu des liaisons dangereuses avec des bandes armées, les tontons macoutes du temps des Duvalier, les chimères sous Jean-Bertrand Aristide, notamment pour le contrôle des quartiers dits d'opposition, l'alliance de plus en plus manifeste de l'exécutif avec certains groupes, IM7 particulièrement violents, enclenche une spirale mortifère. En février 2020, Jovenel Moïse met sur pied une commission pour combattre la violence, la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion. Alors qu'il est censé mettre au pas les gangs, cet organisme favorise la création en sous-main du G9 en famille et alliés, une fédération de bandes armées de Port-au-Prince avec à sa tête Jimmy Chérizier. Plusieurs sources sur place affirment au Monde avoir vu au moins à 2 reprises 2 de ses proches se rendre de nuit au Palais national. L'alliance est dénoncée par les partis politiques de la gauche à l'extrême droite ainsi que par les mouvements sociaux. Les gangs armés augmentent non seulement en nombre et en armes, mais aussi en matière de financement, de domination territoriale et de capacités opérationnelles. On compte près de 90 bandes rien que dans la capitale. Le G9 dispose même de sa propre chaîne YouTube. Le 7 juillet 2020, il mobilise en plein jour 50 de ses membres lourdement armés dans les rues de Port-au-Prince pour exiger une forme de reconnaissance légale. Dans un rare geste de fermeté de la part du pouvoir politique, le ministre de la Justice de l'époque, Luc Mandelil, appelle à l'action. Lors d'une conférence de presse, il déclare « Il est extrêmement grave que les bandits armés terrorisent des citoyens pacifiques. Haïti n'est pas une république bananière où les criminels peuvent faire ce qu'ils veulent. J'ordonne à la PNH de localiser et d'arrêter ces criminels car ce que j'ai vu à la télévision est inacceptable. » Mandelil sera immédiatement démis de ses fonctions par le président. Le G9 contrôle les zones de Martissan, Village de Dieu, Grand Ravine, Delma, Bel-Air, Fort Dimanche, une partie de Cité Soleil, 300 000 habitants, et encore d'autres secteurs situés principalement dans la région centrale de Port-au-Prince, au nord et au sud. Compte tenu du particularisme géographique haïtien, ce déploiement lui confère la capacité d'isoler la capitale du reste du pays et de garder la main aussi sur la partie de la ville la plus revendicatrice. Les tirs et les massacres dans les quartiers se multiplient. Des milliers d'habitants sont obligés de fuir leur logement. Le recours aux enlèvements comme moyen de financement se systématise. Au sommet de l'État, la tension est extrême. On parle d'un nouveau changement de Premier ministre, le 4e en 2 ans, voire d'un 5e dans la foulée. C'est dans ce contexte de crise généralisée que de nouveaux mercenaires étrangers arrivent sur le sol haïtien. En 2019 déjà, d'insistantes rumeurs couraient sur la présence de gros bras russes ou serbes. Cette fois-ci, ce sont au moins 3 Américains d'origine haïtienne, 1 Vénézuélien et 22 Colombiens qui débarquent à Port-au-Prince en janvier et juin 2021. La plupart avec un contrat de la CTU, une entreprise de sécurité privée en Floride. La nature exacte de leur mission, elle n'a jamais été clarifiée. Face à la progression des bandes armées dans certains quartiers huppés de la capitale, notamment sur les hauteurs et la zone de la Boule 12, non loin de la résidence privée du président,
Plusieurs témoins affirment avoir vu les Colombiens prêter main forte à des unités de la police nationale pour repousser et tuer des membres de gang. Au même moment, plusieurs rencontres secrètes sont organisées à Port-au-Prince, Delma, Pétionville pour arrêter Jovenel Moïse et le forcer à l'exil ou pour planifier son assassinat, affirme le très sérieux Réseau national de défense des droits humains RNDDH dans un rapport rendu public le 6 janvier. Selon son directeur Pierre Espérance, des personnalités politiques ont pris part à ces rencontres et certaines d'entre elles ont cru qu'elle remplacerait le président après son départ. Jovenel m'a demandé de constituer un rapport sur les gangs avec une liste de noms de tous les acteurs impliqués, quoi qu'il en soit, a-t-il insisté. Ricardo Settenfus, ancien représentant de l'Organisation des États américains en Haïti. En avril, Jovenel Moïse contacte Ricardo Settenfus sur WhatsApp. J'ai d'abord été très surpris, affirme ce diplomate brésilien, ancien représentant de l'Organisation des États américains en Haïti, connu pour son indépendance et son franc-parler. Il m'a fait part de ses préoccupations et des accusations de collusion avec les bandes armées dont il faisait l'objet. Il m'a ensuite demandé de constituer un rapport sur les gangs avec une liste des noms de tous les acteurs impliqués, quoi qu'il en soit, a-t-il insisté. L'ancien membre de la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti accepte. S'ensuivent de nombreux échanges. Jovenel Moïse l'appelle à 1 ou 2 fois par semaine. Il n'a mentionné aucune personnalité politique haïtienne ni évoqué un nom de gang, répétant uniquement vouloir une approche scientifique. Ricardo Settenfus monte une équipe d'une 60aine d'experts. Le président haïtien valide un budget global de $700,000 pour le dit rapport sur la sécurité, les gangs et les acteurs du narcotrafic, ainsi qu'un livre blanc sur l'épidémie de choléra en Haïti, importé en 2010 par des casques bleus, et un pacte de garantie démocratique pour l'avenir du pays. Des documents qu'il ne verra jamais. Au moment de son assassinat, l'enquête sur les narcotrafiquants que le monde a pu consulter n'en était qu'à ses prémices. Une première note, détention sans nom ni indice. Je ne peux rien dire sur le décret de sa sincérité, souligne le diplomate qui précise: ces hommes de pouvoir en Haïti ont un triple agenda. Lui avait d'évidence la capacité de se créer trop d'ennemis en même temps. Le 1er juin, 2 gangs rivaux s'affrontent pour le contrôle du quartier de Martissant à Port-au-Prince. Les hostilités prennent fin 5 jours plus tard après l'intervention d'un membre du gouvernement, alimentant encore un peu plus les soupçons de collusion entre les gangs et l'État. Dans une scène improbable, Barbecue apparaît en public le 23 juin devant la caméra, entouré de jeunes encagoulés et armés, dont plusieurs en uniforme de police. Le leader du G9 annonce le début d'une révolution armée, invitant la population à s'équiper et à rejoindre son organisation. Le parti au pouvoir veut organiser un référendum et des élections pour défendre des intérêts. L'opposition exige un gouvernement de transition afin de pouvoir dilapider les ressources publiques. Les membres du secteur privé bénéficient de franchises et ne paient pas de taxes. Le peuple, lui, se retrouve seul, dépourvu de tout. Ce temps est révolu, menace-t-il, avant d'ajouter sur un ton martial: nous allons utiliser nos armes contre tous ces secteurs. Le 5 juillet, 2 jours avant son assassinat, Jovenel Moïse annonce la nomination d'Ariel Henry en lieu et place du Premier ministre Claude Joseph en poste depuis moins de 3 mois. Henry est imposé par Michel Martelly, dont il est proche. La nuit du meurtre, selon l'enquête du RNDDH, le président passe plusieurs appels de détresse au directeur général de la PNH, Léon Charles, au commissaire divisionnaire Jean Laguelle Civil et coordonnateur de la sécurité générale du Palais national, et au commissaire municipal Dimitri Hérard, responsable de l'unité de sécurité générale du Palais national. Mais mise en place par Michel Martelly. Tous promettent de lui venir en aide, aucun ne le fera, note le rapport. Les mercenaires étrangers se sont regroupés en 4 unités de 5 membres, l'unité dénommée Delta, à laquelle appartenait un certain Mario Antonio Palacios, ex-militaire colombien de 43 ans, a pour mission de pénétrer dans la résidence du président. La première photo du cadavre de Jovenel Moïse a été saisie, indique l'enquête, par un téléphone portable
utilisé par un des membres de cette unité. Immédiatement après l'assassinat, Joseph Félix Badjo, l'ancien fonctionnaire ayant travaillé dans une unité de lutte anticorruption, arrive sur les lieux à bord d'un pick-up. Il s'introduit dans la résidence de la victime, emporte des documents et une grosse somme d'argent, ainsi que les armes des policiers qui se trouvaient sur place. À partir d'1h du matin, il passe des coups de fil à plusieurs personnes, selon le RNDDH. Parmi ses interlocuteurs figure Dimitri Erard, ex-sénateur et ancien proche du président René Préval, John Joël Joseph, aujourd'hui en cavale, l'inspecteur divisionnaire Jude Laurent et Ariel Henry à 2 reprises, à 4h03 du matin puis à 4h20. Le Premier ministre affirme avoir oublié la teneur de ces discussions. Selon les relevés téléphoniques, il s'est entretenu au moins 12 fois avec Badjo, dont près de 7 minutes le matin même de l'assassinat. Les commissaires Dimitri Erard, Jean Laguelle Civil ont été arrêtés. Ils attendent l'ordonnance du magistrat instructeur. Mario Antonios Palacios a été appréhendé le 3 janvier au Panama, puis extradé vers les États-Unis, où il a été inculpé pour complot visant à fournir un support matériel et à entraîner la mort, et complot visant à tuer ou à enlever des personnes en dehors des États-Unis. 4 jours plus tard, un ancien trafiquant de drogue haïtien dénommé Rodolphe Jarre a été arrêté en République dominicaine. Il aurait admis avoir financé une partie du complot qui visait, selon lui, à exculper le président et non pas à le tuer. À Port-au-Prince, les appels à la démission du Premier ministre Ariel Henry se sont multipliés. Le chef du parquet de la capitale, Bedford Claude, a été limogé le 14 septembre, juste après avoir demandé l'inculpation du chef de gouvernement qui a dénoncé une manœuvre de diversion. Peu ou prou, au même moment, les enquêteurs ayant travaillé sur l'affaire ont été convoqués par l'inspection générale de la PNH avec l'objectif évident de les intimider, souligne Pierre Espérance. Autre fait troublant, l'enquête de la police judiciaire a pour l'instant épargné le secteur en bancaire. Pourtant, révèle encore le RNDDH, au moins 2 institutions bancaires haïtiennes ont été utilisées pour le transfert et la circulation de monnaie de montants exorbitants en provenance des États-Unis vers Haïti, une information confirmée par le FBI. Après son coup de force d'octobre, Barbecue a fait encore parler de lui avec le G9. Il a bloqué pendant plusieurs semaines les terminaux pétroliers de la capitale, créant une pénurie d'essence et exigeant lui aussi la démission du Premier ministre. Et puis, plus rien. Les blocus ont été levés d'un coup, l'essence est réapparue sans explication, la conséquence probable d'une de ces ententes occultes dont le pays souffre depuis trop longtemps. Nicolas Boursier du Monde en France qui a publié ce long article sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Côté nous, que les faits ont vraiment un long historique sur toute situation qui t'a conduit nous à causer cela, et côté parler de rapport très étroit que Jovenel Moïse était toujours entretenu avec ses gangs armés en Haïti. Voilà, mes amis, nous pourrons aller faire Cocalan pour nous. Oui, nous avons parlé de l'article New York Times qui parlait du Premier ministre Ariel Henry, qui avait des liens étroits avec un suspect du meurtre de Jovenel Moïse. Et puis, gagnant et merci. Et oui, gagnant et Unité qui mandait démission Ariel Henry, Premier ministre de facto. Non pas temps vin en détail sous information gen Kadoa qui pratiquement et m'ta dit dans accord avec Ariel qui écrit on lettre tout l'ouvrir pour le dire le collectif des anciens députés de l'opposition se voit dans l'impérieuse obligation de vous adresser la présente lettre ouverte du fait de votre refus d'appliquer religieusement l'accord du 11 septembre 2021 dont il est signataire. C'est même ça SDP fait dans semaine en conférence de presse pour le dénoncer le fait que Ariel a fait tête raide par rapport à Col Sien. Par votre formation de médecin, vous savez que tout manquement aux fondamentaux
du fonctionnement du corps humain est un risque énorme pour sa survie normale. Il en est de même pour un pays dont la gouvernance s'écarte de la constitution des lois ou de l'accord politique dont elle est tributaire. Monsieur le Premier ministre, après la mise en place d'un appareil politico-administratif peu inclusif, dominé par le PHTK, les jovenelistes, vos petits amis personnels et les partis de votre parcours politique, vous avez fait fi d'un ensemble des dispositions de l'accord du 11 septembre 2021. Ce constat laisse à désirer. En effet, outre le mépris de l'article 5 exigeant la bonne réputation des ministres du gouvernement réplâtrés, le fait de ne pas mettre en place l'autorité de contrôle et de suivi prévue à la section 2 du dit accord et la commission d'experts chargée d'évaluer le système d'enregistrement des citoyens et de faire des recommandations prévues à la section 7 de l'accord crée de sérieux doutes sur la direction que devrait prendre la gouvernance transitoire. L'accord, le dit accord précise respectivement en 16 articles 8, 10, 12. Article 8. L'ACS a pour mission de contrôler l'action du gouvernement et de veiller à la bonne exécution des dispositions du présent accord. Article 10. Le gouvernement sollicite a priori l'avis favorable de l'autorité de contrôle de suivi sur tout décret et en force de loi devant être adopté en Conseil des ministres. Article 12.6. Revoir les décrets pris par l'ancienne administration en consultation avec l'ACS. La liste des articles du dit accord non appliqués ou violés sciemment est tellement longue que le CADOA se contente de poser ces questions. Qu'en est-il de l'avancement des procès des massacres dans les quartiers populaires et des crimes d'État? Qu'en est-il de l'amélioration des conditions de vie de la population? Qu'en est-il du combat contre l'insécurité et les gangs? Qu'en est-il des promesses économiques? Jusqu'à quand mettra-t-on fin aux pratiques de népotisme néfastes à la bonne gestion de deniers publics? Il convient de vous rappeler que l'accord du 11 septembre 2021 ne vous autorise pas de maintenir le statu quo dont la population haïtienne est en pâtie. Monsieur le Premier ministre, vous avez encore la possibilité de relire le dit accord, de le respecter dans le cadre de son application et de permettre à la gouvernance et intérimaire d'emprunter le droit chemin qui n'est autre que celui qui mène vers un véritable gouvernement de consensus crédible avec ses moyens de contrôle pouvant créer un véritable climat d'apaisement et de confiance. Autrement, Monsieur le Premier ministre, le collectif des anciens députés de l'opposition et alliés ne cautionnera pas la violation systématique de l'accord du 11 septembre 2021, lequel accord qui prend sa force de loi au nom du droit de la crise, sa légitimité par l'ensemble des signataires et sa crédibilité par sa stricte application, au cas où vous n'auriez pas jugé bon de vous ressaisir, le CADOA se réunira en assemblée extraordinaire pour prendre les dispositions qui s'imposent, espérant que vous allez prendre incessamment des mesures correctives. CADOA vous prie, Monsieur le Premier ministre, de recevoir ces respectueuses salutations. Vickerson Garnier, ingénieur agronome, coordonnateur CADOA. Alors, toute structure, ça a reproché le Premier ministre là, en bonne bagaille. Notamment, par exemple, nomination que le saut fait dans l'administration publique là, sans le pas bail pièce, mon ken explication. Ils te font première nomination dans unité, les nèg yo bousculer, ils dit ils pas comprendre, ils promettent que ça pas fait encore sans le pas consulter et puis pourtant il était gagné déjà arrêté et il était déjà gagné arrêté dans poche li pour la mettre l'autre que nèg yo pas connaît. Gagné qui tape tant quelques petits bagailles, quelques petits postes Josué Jacqueline qui vient de nous rejoindre, rien pas tombé même. Je regrette tout en avant de l'ancien député Jerry Tardieu qui a une belle note tout, mais que nous pas bien envie de soli, n'a fait ça dans semaine mais en avant qui saluait entente qui joignent dans mi-temps semaine en peine
Penn avec Montana, il salue en tant ça, mais il dit, il souhaitait toujours gagner un accord pilage, un accord final qui est plus consensuel que ça toujours pour yo vers solution de la crise là. C'est en gros ça entente dit. Et voilà, et reste c'est actualité à gain. André Michel, maître André Michel qui a subi en pile, alors t'as dit que yo démonte en pile sous net là et du fait que li entraîné accord ça avec Ariel. André Michel qui dit il prend pile coup, jodi à l'obligé sorti dans silence li pour le dire monsieur dame posez gen pile moun ka attaqué chaque jour bon Dieu mettait depuis 7 mois. Yo pas fouti joindre yon dossier sur moi. Moi pas contre touyer moun, moi pas de jambe dans drogue, moi pas jambe dans corruption, moi pas gen aucun mauvais dossier. Pas gen bagay sérieux au ka di sou moi yo passé 7 mois à frapper yo pas fouti gouiller plume sous dôme moi pas jamais fait rien qui passe dans pays yo met commencer parler sorti ici river dans Guinée yo pas jamais joindre rien sur moi parce que moi propre moi pas dans crime moi pas dans l'argent l'état moi pas gen l'argent l'état dans même moi vle di yo attention moi di yo attention moi kon tout dossier yo moi connais yo dans drogue moi connais yo dans corruption moi connais yo kon touye moun yo gen pile vieux dossier sous do yo moi vle di yo poser si yo pas poser un jour m'a parler ak yo moi connais en pile nan yo c'est ancien camarade moi parce que nous te kon camper même côté attention suspend attaque yo moi gen 3 avantages sur yo 1 moi pas gen ken mauvais dossier 2 moi kon dossier yo 3 moi pas jamais pe personne et moun sous la terre même si m'gan pile moun moi respecté et puis m'a dit yo ça les moins décidé attaquer yo c'est pas ti piti yo m'a voyer devant m'a prend c'est yo même directement m'a attaquer parce que moi connais yo moi connais dossier yo. Et rale crayon nous marqué jeudi à 14 janvier c'était hier 2022 il fait 8 ans à souhait maître André Michel avocat initiateur et procès Petro-Caribéen citoyen engagé qui signe notre ça de pour André Rivella bagayo frappe André trop fort moi comprendre André yo frappe le trop fort mon cher yo man André vrai sur réseaux sociaux ces derniers temps à la suite de accord ça et tout secteur démocratique là qui montrait en pile insatisfaction par rapport à gens et situation yo continuer à dérouler. Nous saluer Promodev et de agronome Talo Bertrand qui a milité dans domaine agriculture. Alors Jean toujours fait chaque année li publier une liste de 12 personnalités pour l'île qui marquait secteur agricole là certainement nous pas venir en détail sur tout mais n'a bail non citoyen ça yo c'est monsieur Luc Mérizier agronome Scott Rico docteur Marie-Nancy Charles révérende sœur Caline Honoré c'est monsieur Jean-Maurice Buteau, monsieur Keshner Toussaint, agronome Rodelin André, Paul Asensio, agronome Blondine Joseph Métellus, docteur Joseph N. Pierre, agronome Jean Parnel Dimanche, et puis agronome Wilfried Saint-Clu. C'est 12 personnalités ça yo que Promodev qui c'est de monde qui distingue yo dans domaine agricole soit pour aider à la relance de secteur ça un secteur j'en nous connaît qui vital pour l'économie nationale puisque depuis tout petit Haïti son pays essentiellement agricole bien que en fait les non slogan creux
vide de sens parce que nous pas ouais vraiment rien cap régler encore dans le domaine si là. Et puis gagné on let Lovensky c'est cap fait buzz sur les réseaux sociaux yo, et qui frappait en pile Berthaud Dorcet, l'actuel ministre de la Justice, c'est de mettre Levelt Milor et gagner nos amis de Gino7 qui font traitement de l'aide là côté. Alors qui sa question hier, c'est ancien directeur des affaires judiciaires ministère de la Justice Berthaud Dorcet qui qualifiait ministre, non pas Berthaud Dorcet, et qui s'est mettre level Milor, qui qualifiait Berthaud Dorcet de drogue dealer qui pas gain place li dans tête institution ça, parce que monsieur transféré de poste li de d'âge à poste chargé de mission dans l'école magistrature, il tout profité moyen ministre là. L'ancien directeur des affaires judiciaires du ministère de la Justice et de la Sécurité publique qualifie le ministre Berthaud Dorcet de drogue dealer. L'ancien directeur des affaires judiciaires qualifie le ministre de drogue dealer qui n'a pas sa place dans cette institution. Suite à son transfert du poste de directeur des affaires judiciaires d'âge à celui de chargé de mission à l'école de la magistrature, M. Level Milor s'est fendu d'une correspondance acerbe pour remonter les bretelles du ministre de la Justice, M. Berthaud Dorcet, et lui rappeler que sa place est derrière les barreaux. Donc, lettre ça, et oui. Alors, lettre là, il y a quelques jours, il m'est parvenu votre décision concernant mon transfert de mon poste de directeur des affaires judiciaires à celui de chargé de mission à l'école de la magistrature. Étant un acte administratif, je ne conteste pas la teneur d'une telle mesure qui ne dérange en rien ma volonté de mettre mes compétences au service de mon pays. Comme je l'ai fait avec brio, honnêteté et efficacité pendant mes 4 ans comme d'âge. D'autant que votre acte n'a pas été dicté par un constat d'incompétence ou d'un relevé de faits liés à des fautes administratives de ma part. De plus, tout le plaisir sera pour moi de travailler auprès de grands professionnels du droit, jouissant de bonne réputation et formant la grande famille des formateurs des jeunes professionnels aspirant à intégrer la magistrature haïtienne. Donc, ce serait à moi tout un honneur de saisir cette opportunité pour échanger avec ces réserves de l'intelligentsia nationale, notamment le légendaire Maître Kessner Termézy, placé à la tête de cette prestigieuse institution. Si votre décision n'est pas contestée, elle n'est pas non plus surprenante. Toutefois, elle prête à interrogation. Monsieur le ministre, dès votre arrivée à ce poste de titulaire du ministère de la Justice et de la Sécurité publique par un accident de parcours qui ne cesse d'étonner plus d'un, vous vous êtes donné le soin de claironner partout et en tout temps que vous n'allez pas travailler avec moi pour le fait que vous et moi ne sommes pas de la même équipe. C'était bien vu de votre part. Nous ne le sommes point, puisque votre passé est clair dans le système judiciaire comme juge de paix suppléant de Miragouane, soldé de votre arrestation, suivi de votre emprisonnement en 1997 pour trafic de drogue, puis votre enrichissement illicite témoigne avec élégance et vérité, M. Level Milor et vous ne font vraiment pas partie de même équipe, vu que l'un est du lot de ceux qui luttent et travaillent avec assiduité pour réussir professionnellement et dans la dignité, cependant l'autre est de ceux qui croient que